chose parce que leur objectif, c'est de laisser faire la machine à un moment ou à un autre parce que la vie humaine est très importante, ou du moins la vie humaine de leur côté. Euh, alors, il faut savoir que l'armée américaine travaille avec de grandes universités américaines, et notamment le CMU, le Carnegie Mellon University, pour développer une plateforme d'outils réutilisables pour les différentes missions de l'armée. Parce qu'en fait, comme on va le voir plus tard, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, je ne vais pas la définir maintenant, mais plus tard, c'est un ensemble de techniques qu'on peut réutiliser en fonction de l'application. Il suffit de changer les données, changer un petit peu l'architecture et pouvoir l'utiliser très facilement comme une sorte de boîte noire. Et c'est ce que l'armée américaine a décidé de faire avec cette université. Comme je vous disais tout à l'heure, pareil, hein, l'armée américaine teste des robots dotés d'algorithmes issus de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance automatique de cibles. Alors, ces robots, ça peut être des robots comme vous les imaginez, ou ça peut être des chars, ça peut être des tanks qui sont conduits automatiquement avec plein de capteurs et qui récupèrent des données et qui transmettent des informations au QG. Et pour le moment, on peut espérer que c'est un être humain qui prend la décision. On sait déjà avec les drones, les problèmes qu'il y a eu en Afghanistan, où on s'est trompé. Et déjà, l'être humain s'est planté sur un certain nombre de choses. Alors, on imagine la machine. Même si les défenseurs de ce genre de choses disent justement la machine ne se plantera pas par rapport à un être humain qui, lui, pourrait se planter sur ce genre de choses. Le général Nick Carter des forces armées britanniques prédit que pour 2030, dans l'armée britannique, un quart des effectifs de l'armée de son pays sera composé de robots dotés d'intelligence artificielle. Donc, on voit bien que cette course qui a démarré il y a à peu près une vingtaine d'années est en train d'arriver, et on verra de plus en plus de choses comme ça dans les prochaines guerres, malheureusement. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence est dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la médecine. Alors, on sait pertinemment que le diagnostic en médecine, c'est quelque chose de très compliqué. Ça nécessite une expertise très pointue, de très longues années d'études pour pouvoir arriver à diagnostiquer quelque chose. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ce genre de choses. Par exemple, détecter le cancer des poumons, ou une attaque cardiaque, ou une lésion au niveau de la peau, des choses comme ça. Alors, il faut comprendre, je l'expliquerai plus tard, et je pense que vous allez le comprendre très rapidement, il y a plein de métiers sur Terre qui sont appelés à disparaître. Alors, à chaque révolution, il y a des métiers qui disparaissent, hein, forcément, mais là, ce n'est pas des métiers de bac moins 4 ou des bacs moins 5, mais c'est plutôt des bacs plus 5 ou voire plus qui vont disparaître. Je vous donne un exemple. Le métier de radiologue, par exemple, quelqu'un qui a fait un bac plus 10 est appelé à disparaître parce qu'un radiologue, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des radios et il établit des rapports selon son expertise. Alors, on estime qu'un radiologue, dans sa vie, il va voir peut-être 10 000 ou 50 000 radios. Quand on sait ce que fait une machine avec l'ensemble des radios qu'on pourrait avoir sur la planète, le diagnostic serait de plus en plus précis grâce à ce genre de choses. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'on commence à établir cette idée qu'il y a une relation entre un ensemble de données et un résultat. D'accord? Donc, les radios, ce sera notre… Alors, en informatique, on travaille beaucoup avec des inputs et des outputs. Donc, l'input, ce sera cette collection de radios, et en sortie, un diagnostic qui pourrait être un rapport. Pas forcément il y a un cancer ou pas un cancer, parce que ça aussi, on sait faire. Voilà un autre exemple, extrait réel, c'est un outil d'intelligence artificielle qui a permis de faire ça, de regarder des fractures. Donc, bon, moi, je ne suis pas expert en lecture de radio, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Et ça, c'est l'image qui a été traitée
par un algorithme fondé sur des techniques d'intelligence artificielle où on trouve des fractures. C'est pareil à ce niveau-là, hein, le système l'a détecté, pareil ici, etc. etc. D'accord? Donc, la médecine est un des grands clients, je dirais, de l'intelligence artificielle. Et comme vous allez le voir, vous pouvez imaginer n'importe quel domaine que nous avons aujourd'hui pourrait être client de ce genre de choses. Toujours en médecine, le développement de médicaments, on sait que ça prend énormément de temps. On sait que parfois, certaines études, on passe une vingtaine d'années pour pouvoir identifier les problèmes, ensuite trouver les bonnes molécules pour pouvoir proposer un médicament. L'intelligence artificielle permet déjà d'établir et de rendre l'accès à l'information utile extrêmement rapide. La justice, on a commencé à utiliser ce genre de choses. Hein. Le cabinet américain Baker Hostetler a engagé, donc je dis bien le terme engagé, un système d'intelligence artificielle qui s'appelle ROS pour assister ses avocats en répondant à des questions sur la jurisprudence et en facilitant la recherche documentaire. Alors, la jurisprudence, c'est quelque chose de très compliqué. Ce sont des cas particuliers qui ont eu lieu quelque part aux États-Unis, des cas similaires sur lesquels on peut baser par la suite un jugement. Et là, pour un avocat, le travail est fastidieux pour pouvoir l'identifier. Avec l'intelligence artificielle, en récupérant un maximum de données, on pourrait être capable de faciliter le travail. Alors, une récente étude du Bureau national de la recherche économique aux États-Unis a fait des tests et a comparé les décisions de juges et des décisions d'algorithmes lorsqu'un tribunal décidait si un accusé devait être assigné à résidence ou placé en prison en attendant son procès. À première vue, le logiciel prédit mieux quel serait le comportement des accusés et pourrait ainsi permettre de prendre des décisions plus objectives. Donc, vous voyez, ce sont des problèmes. Là, c'est quasiment de la classification binaire pour ceux qui savent ce que c'est. Enfin, bon, même pour les autres, la classification binaire, c'est juste, on prend un événement, un objet, et on le met à droite ou à gauche. D'accord? En gros, c'est quelque chose de ce type-là. D'accord? Donc, la justice, l'IA pourrait aussi, c'est pas pourrait parce que là, on l'utilise réellement aux États-Unis. L'IA dans la vie de tous les jours, alors j'espère que le son passera. Je vais vous montrer ça. Alors, généralement, ça ne marche pas bien. C'est bien. On est obligé de supporter ça, je suis désolé. C'est une pause. Désolé, ça va se terminer. Alors là, il s'agit de la voiture automatique de Google. Je ne vais pas la montrer entièrement. Donc voilà, donc ça c'est une application que je pense que tout le monde connaît. Alors, il faut savoir que la voiture de Google a circulé, a fait peut-être 5 millions de kilomètres avec 4 accidents, dont 3 qui n'étaient pas de la faute de ce véhicule autonome, mais de la faute d'autres véhicules. Alors, d'après Ian LeCun, qui est un des grands experts d'intelligence artificielle, qu'on a reçu au lauréat, et il disait que dans 25 ans, je pense qu'il sera plus compliqué
enfin, ça sera plus dangereux de laisser une personne conduire sa voiture que de laisser le pilotage automatique se faire comme on pourrait le faire avec des avions ou des choses comme ça. Alors, la voiture autonome, ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Alors, réfléchissez à l'impact de ce genre de choses. Ça veut dire que le chauffeur de taxi disparaîtra. Demain, vous allez avec votre téléphone commander une voiture automatique, elle va arriver chez vous. Vous allez avoir un code, un QR code pour pouvoir ouvrir la voiture. Vous rentrez, vous demandez, vous allez dicter votre destination, la voiture vous emmène, les portes sont fermées, vous payez, vous descendez et le travail est terminé. Et donc, il n'y aura plus de taxi. Bon, c'est pas pour demain. En Afrique, on peut être tranquille encore quelque temps. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, en France et ailleurs, il y a déjà des bus automatiques qui fonctionnent sans chauffeur sur des routes un peu plus ou moins balisées. Mais là, ce dont on parle, c'est vraiment être dans la circulation, pas sur des routes balisées, mais être avec tout le monde, avec des piétons, avec des voitures qui sortent de tous les côtés. Alors, l'éthique, maintenant, on peut se poser des questions, hein, ça peut être effrayant, et notamment par la première application que j'avais citée tout à l'heure, concernant l'armée. En 2018, les inquiétudes liées à l'utilisation militaire des systèmes robotiques ont poussé les employés de Google, qui travaillaient sur un logiciel d'analyse de vidéos pour les drones du Pentagone américain, à quitter l'entreprise, invoquant la crainte que leur travail ne soit utilisé pour tuer des gens. C'est sûr qu'il sera utilisé pour tuer des gens, ça c'est clair. Évidemment, au début, on ne le dira pas, on va baliser, on va prendre toutes les précautions, toutes les normes, etc. Mais tôt ou tard, ça sera dévié pour faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a eu 4000 employés qui ont demandé à Google de quitter l'entreprise. Et Google a commencé à craindre le pire et a fait marche arrière et n'a pas renouvelé le contrat qu'ils avaient signé avec le Pentagone. Donc, nous autres ingénieurs, on contribue à ce problème-là, à cette avancée technologique. Mais malheureusement, dans chaque avancée technologique, il y a un revers de la médaille qu'il faudra assumer et heureusement que parfois, il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme pour qu'on puisse faire attention à ce genre de choses. Alors, je vais définir l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, on a l'impression que l'intelligence artificielle a démarré il y a quelques années, mais en fait, elle a démarré dans les années 50. D'accord? Juste après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à parler de l'intelligence artificielle. En fait, c'est une branche de l'informatique qui s'intéresse à la construction de programmes capables d'effectuer des tâches complexes qui sont généralement du ressort humain. Là, généralement, quand je parle d'intelligence artificielle dans mes cours, je demande aux étudiants de me donner la définition de l'intelligence tout court. Alors, la définition de l'intelligence tout court, quand vous regardez le Larousse, c'est cette capacité de s'adapter à de nouvelles situations. Alors, pour les informaticiens que vous êtes, la plupart, je suppose, c'est des informaticiens, vous savez que généralement, dans un programme, on ne peut faire que ce qui a été écrit dans le programme. Et justement, l'intelligence artificielle est arrivée pour repousser cette limite, c'est-à-dire que tout n'est pas prévu dans le programme. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent évidemment de gérer ce qui a été prévu, mais d'aller encore plus loin pour gérer les situations qui n'étaient pas prévues dans les si alors sinon, pour utiliser le langage des informaticiens. L'IA récente, je reparlerai après des méthodes, l'IA récente est fondée sur ce qu'on appelle le machine learning. Machine learning, bon, je ne l'ai pas traduit, mais c'est-à-dire l'apprentissage automatique, mais le terme utilisé par tout le monde, c'est plutôt machine learning. Et ces derniers temps, les résultats les plus spectaculaires, comme ce que vous avez vu avec la voiture autonome ou avec Google Traduction ou avec le système de reconnaissance automatique de la parole que vous avez sur vos Android ou sur vos iPhones, utilisent ces techniques de deep learning. Je vous en montrerai une plus tard.
L'intelligence artificielle, en fait, permet aux machines d'apprendre de l'expérience et de s'adapter à de nouvelles entrées et d'effectuer des tâches complexes. Alors, d'apprendre de l'expérience. Donc, vous voyez, c'est déjà, on utilise un concept qui est quasiment humain. C'est l'être humain qui apprend de ses expériences, de ses erreurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choses. D'accord? Donc là, on apprend de l'expérience. On verra que l'expérience, c'est tout simplement des données ou ce qu'on appelle des corpus ou des choses comme ça qui vont permettre par la suite d'inférer un certain nombre de choses à partir de ces données. Alors, l'intelligence artificielle, alors souvent on a cette confusion. Alors généralement, moi j'utilise ce schéma pour montrer le lien qui existe entre l'intelligence artificielle et le deep learning. En fait, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est basée sur un ensemble de techniques dites de machine learning dans lesquelles il y a un sous-ensemble de techniques qu'on appelle le deep learning. Si on veut traduire deep learning en français, ça ferait de l'apprentissage profond, mais ce n'est pas parlant. Parfois, il est préférable de garder la terminologie anglo-saxonne. Donc, l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire le lien, parce qu'il y a beaucoup de termes, vous pourriez même me dire le big data. Dans le big data aussi, on utilise ces techniques-là, ou du moins dans la partie qui n'est pas architecture, parce qu'il y a une partie architecture aussi dans le big data. On utilise des techniques de machine learning ou de deep learning, d'où le métier que vous connaissez, et je pense que les étudiants qui sont là sont friands de ce terme-là, de data scientist, c'est-à-dire un scientifique de la donnée, parce que tout simplement, un scientifique de la donnée, c'est un scientifique qui maîtrise justement ces techniques qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle. Donc, en fait, le big data, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des choses qui sont liées, qui ne veulent pas dire exactement la même chose quand on est rigoureux, mais le chevauchement entre tout ça est extrêmement important. Alors, le budget de l'IA. Alors, vous allez voir qu'on avance dans l'IA parce qu'on met de l'argent. Quand on ne met pas de l'argent, on n'obtient absolument rien. En 2017, le président Poutine qui s'adressait à des étudiants universitaires et il disait « Celui qui deviendra le leader dans le domaine de l'IA sera le maître du monde ». Poutine, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est loin d'être un idiot. D'autant plus que militairement, c'est un pays qui est extrêmement fort. Ça veut dire qu'on ne peut pas être fort militairement si scientifiquement on ne l'est pas. Regardez dans le monde entier, les gens qui sont forts militairement, ça veut dire que derrière, il y a une science qui est importante. Le fonds souverain russe en 2017 a levé 2 milliards de dollars à investir dans les entreprises russes travaillant sur l'IA. C'est-à-dire on a mis de l'argent dans les entreprises. Je ne parle pas du budget mis dans les universités, les laboratoires de recherche, etc. Alors, c'est très difficile de trouver ces chiffres. Hein, donc, j'ai essayé de faire de la collecte de données pour pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. La Chine, qui a entendu et qui n'avait pas tout à fait besoin du discours de Vladimir Poutine, la Chine qui, depuis des années, est en train de ramper, est en train d'avancer dans le monde entier. En 2017, elle avait débloqué 20 milliards de dollars par an. Elle a décidé de débloquer 20 milliards de dollars par an pour l'intelligence artificielle pour atteindre 59 milliards de dollars en 2025. L'objectif de la Chine, c'est de devenir les maîtres du monde en 2030 de l'IA. Et personnellement, j'y crois fortement. Dans toutes les conférences internationales où j'allais avant le Covid, il y a 10-15 ans, quand on allait dans les conférences, on a ce qu'on appelle des tutoriaux. Les tutoriaux étaient réalisés par des pontes du domaine. On avait beaucoup de Japonais, d'Américains, on avait très peu de Chinois. La dernière conférence internationale à laquelle j'ai assisté, c'était en Suède. Sur 4 tutoriaux, il y avait 3 professeurs ou chercheurs chinois qui avaient fait des présentations, évidemment fondées sur le deep learning. Donc la Chine a réussi aujourd'hui dans beaucoup de domaines, évidemment dans l'économie. On voit même
les effets négatifs sur le tissu et sur tous ces produits-là que le Maroc avait, où le Maroc avait un certain leadership. Et donc, ça va du tissu jusqu'à l'intelligence artificielle. Et on le voit, un autre chiffre, dans le domaine du deep learning, le nombre de brevets chinois est 6 fois supérieur à ceux des Américains, pour vous dire. Donc, les Chinois ont mis les moyens, ils ont des formations très solides, et surtout, ce sont des gens visionnaires. Bon, la démocratie, c'est pas tellement leur truc, mais bon, le reste, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Oui, peut-être ça, j'ai inversé deux trucs. Alors, pour voir, alors le continent qui est à la traîne, c'est l'Europe, malheureusement. Même si en Afrique, on a l'impression que l'Europe avance. L'UE vient de voter, hein, il n'y a pas longtemps, au mois de mars, un budget de 2 milliards d'euros pour des projets touchant l'intelligence artificielle pour répartis sur la période 2021-2027. Alors, je n'ai pas tous les chiffres, mais on voit que c'est pas ce qu'il faut quand on sait que les Chinois mettent 59 milliards de dollars en 2025, et c'est pas un cumul, c'est juste pour l'année 2025, on comprend que l'UE a énormément de problèmes. La Corée du Sud, en 2020, a investi 840 millions de dollars en IA, donc on voit que les chiffres commencent à baisser, pour arriver à la France, qui a débloqué un budget faible de 665 millions d'euros sur 5 ans. Alors, on peut le comparer au budget de recherche d'Amazon dans ce domaine-là, qui est de 22 milliards de dollars en 2018. Donc, vous voyez, les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez d'un côté l'école primaire et de l'autre côté, vous avez l'université. C'est une image, hein, une métaphore pour vous montrer que il y a des pays qui sont à la traîne et même des continents entiers. Malheureusement, je ne parle pas de l'Afrique, enfin, malheureusement. Pour l'Afrique, c'est catastrophique. J'ai essayé de trouver les chiffres sur l'Afrique. J'ai trouvé plein de chiffres, mais en fait, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est les autres pays qui ont développé des produits et des outils d'intelligence artificielle qui veulent les vendre pour l'Afrique, comme d'habitude. L'Afrique est consommatrice de tout, mais elle ne produit pas, malheureusement. Alors, de quoi a-t-on besoin en intelligence artificielle? Donc là, on va commencer à descendre petit à petit pour aller vers la technique, pour comprendre comment ça marche, même s'il y a encore quelques trucs à vous montrer. On a besoin de données d'apprentissage, et je dirais de beaucoup de données d'apprentissage, d'un maximum de données d'apprentissage. Ces techniques fonctionnent correctement lorsque on collecte beaucoup de données. Alors pourquoi les Américains ou les Chinois fonctionnent bien ou travaillent bien dans ce domaine? Parce que justement, ils ont les données grâce aux GAFA, aux États-Unis, hein, Google, Apple, Microsoft, Facebook, etc. Et de l'autre côté, en Chine, vous avez Alibaba, vous avez un certain nombre d'autres réseaux desquels on va extraire ces données. Ça, c'est les données aujourd'hui, pour prendre une comparaison que tout le monde peut comprendre, c'est comme le pétrole dans un pays. Le pétrole, c'est une source de financement extraordinaire. Et aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, depuis déjà un moment, les données dans les entreprises, ça représente quelque chose de très précieux. Parce qu'avec ces données, c'est comme pour le pétrole, on va les raffiner pour pouvoir en obtenir quelque chose. Le pétrole, directement, vous n'en faites rien. Il faut le raffiner pour en faire du diesel, du plastique, etc. Dans les données, c'est exactement la même chose. On va les raffiner pour pouvoir vous proposer des sacs, des chaussures ou des haltères, etc., etc. Donc, les données, c'est ce qu'il y a de plus important. Les entreprises qui ont compris l'importance de ce genre de choses se sont énormément enrichies. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui créent de la donnée et qui proposent des services gratuitement. Et au bout d'un certain temps, ils attendent pour se faire racheter par de grandes entreprises parce que les grandes entreprises sont intéressées par les données. D'accord. Avant, on parlait de parts de marché en marketing ou en économie d'une manière générale. Aujourd'hui, on parle de fichiers clients ou de données, c'est-à-dire quelle est
comment ou quelle est la quantité de données que je pourrais exploiter dans mon activité professionnelle. Alors, je continue là. Bon, pour le moment, je n'ai pas fait de l'interactif. J'ai envie de vous poser une question, si quelqu'un peut me répondre. Alors, que pensez-vous de ces gens? Ils sont différents? Oui, ils sont différents, oui. Il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, il y a des gens qui portent des lunettes, il y a des hommes, il y a des femmes, oui, mais encore. Ils ont un beau sourire. Il y a un Ils ont, changement Beaucoup émotionnel. d'émotions, les émotions sont Ils ont un différentes. beau sourire. ils ont un beau sourire. Oui, mais ça, c'est un peu comme dans les plaquettes. Il y Alors, a un, pardon? il y a, il y a un changement émotionnel. Changement émotionnel, non. Alors, j'ai entendu dire, ces gens n'existent pas. C'est les mêmes personnes, j'allais dire. Non, 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 ce pas les mêmes personnes. Tous ces visages que vous voyez ont été créés automatiquement. D'accord? Donc, c'est pas. Si vous recherchez sur Internet l'existence de ces individus n'existent pas. Ils ont été créés automatiquement par des techniques qu'on verra tout à l'heure et qui peuvent être très dangereuses pour un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, des personnes différentes, c'est ce que vous avez dit, avec des sourires, des lunettes, des hommes, des femmes, avec des émotions différentes, comme j'ai entendu, mais en fait, aucune de ces personnes n'existe réellement. Tout a été fabriqué automatiquement par des techniques d'intelligence artificielle, justement. Donc, alors, là, je vais vous parler justement de deepfake un petit peu avant de revenir au travail initial. Alors, regardez, je vais vous montrer, alors je sais, oui, je pense, je vais juste montrer ça 2 secondes. J'espère que c'est le bon truc. Il y a un peu de pub, désolé. Alors, ça, c'est le film Forrest Gump. Hein, je pense que c'est un fameux film que tout le monde a vu. C'est la scène du bus hein, où Forrest Gump est en train de parler tout seul de sa boîte de chocolat. Il raconte sa vie. Donc, bon, rien de spécial. Hein, on le voit ici enfant, hein, avec le médecin qui l'ausculte, hein, pour ceux qui se souviennent de ce film-là. Bien, maintenant, en regardant ça, alors, si vous regardez maintenant, c'est exactement la même scène. On ne l'a pas tournée de nouveau, hein, c'est exactement la même, mais on a juste remplacé la tête de Tom Hanks par celle de Reeves. D'accord? Donc, regardez à quel point c'est bien fait. Donc, on a l'impression que c'est lui qui a joué le... Vous voyez? Alors, regardez, là, on voit quelques défauts à ce niveau-là, parce qu'on voit une barbe hein, chez l'enfant, parce qu'on a pris la tête de Reeves quand il était âgé, et on a remplacé sa tête par la... Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le deepfake, et je vais vous en parler un petit peu. Alors, j'en suis... D'accord. Alors, le deepfake, qu'est-ce que c'est? Le terme deepfake est une combinaison des termes deep learning et fake. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé des techniques de deep learning pour faire du faux, de fausses vidéos, de fausses images, de faux sons, de tout ce que vous voulez. Alors, scientifiquement, c'est un challenge, hein, c'est quelqu'un qui, c'est une activité qui est très intéressante. D'ailleurs, nous, dans l'équipe, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et Sarah Bouchareb, qui assiste à ce séminaire, travaille sur ce genre de choses. Et je vous montrerai d'ailleurs une vidéo qu'elle a réalisée grâce à ces techniques-là.
Donc, scientifiquement, c'est très intéressant, pas pour fabriquer, pour identifier ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous avez plein de choses qui sont erronées et qui peuvent provoquer des problèmes. Prenons deux pays amis, mais qui ressemblent à un vieux couple, hein, comme l'Algérie et le Maroc, par exemple. Donc, il suffit de balancer des âneries sur Internet avec des vidéos détournées pour qu'on puisse provoquer des dégâts monstrueux. D'accord? Donc, le deepfake, c'est ce résultat d'un travail audiovisuel dans lequel l'image de quelqu'un est synthétisée et recollée sur le visage de quelqu'un d'autre. Et donc, imaginons, je ne sais pas, un fou furieux qui dit demain on va attaquer l'Iran, on met ça sur la tête de Biden, vous allez voir que la bourse va se crasher, le prix du pétrole va monter. Donc, il peut y avoir les gens qui sont machiavéliques peuvent provoquer des choses importantes. Quelqu'un qui investit en bourse, il pourrait produire une vidéo de ce type-là, il va la balancer, il sait que les gens vont paniquer, les investisseurs aussi, et donc ce qu'il va faire, lui, il va acheter à un prix bas le pétrole, et il sait qu'il va faire un bénéfice important grâce ou à cause de cette vidéo. Donc, le deepfake concerne ce processus de fabrication et de manipulation d'images et de vidéos en utilisant des DNN. DNN, c'est Deep Neural Network, je vous parlerai de ça tout à l'heure, hein, qui rend le résultat très convaincant. Alors, vous allez me dire, le deepfake existe depuis toujours, oui, mais à l'époque, il fallait que ce soit Hollywood pour pouvoir faire ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez des applications qui vous permettent de faire ça parce que justement, il y a des techniques de deep learning qui sont très efficaces et qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, elles peuvent créer l'illusion d'activités réalisées par des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui est présent dans la vidéo d'origine. Alors, on distingue trois types de manipulation. Là, justement, je vais vous montrer la vidéo qui a été faite par Sarah de l'équipe. Donc là, vous avez la tête de Poutine qui a été mise sur la tête du président algérien. D'accord? Et donc, très peu de défauts. Bon, là, il y a un accent particulier, donc on ne peut pas le confondre avec Poutine. Mais là, c'était juste pour vous montrer la possibilité qu'on a de faire un certain nombre de choses de ce type-là et provoquer de problèmes. Donc, il y a trois façons de manipulation. Le remplacement du visage, c'est ce qu'on a fait dans cette vidéo que je vous ai montrée. On peut reconstituer le visage. Hein. Cela consiste à manipuler des traits du visage cible en prenant, par exemple, une bouche, les sourcils, les yeux, l'inclinaison de la tête. Donc, ça peut donner l'impression d'une expression du visage qui n'a rien à voir avec la réalité. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup l'habitude de sourire, par exemple Poutine, on pourrait faire cette opération-là pour le faire sourire. Et puis, vous savez bien que les gens sont sensibles aux dires des personnalités les plus importantes du monde. Et puis, vous avez une technique de génération de visage, comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, qui n'existent pas. D'accord? Donc, vous voyez que la technologie, bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais les méthodes développées, scientifiquement, il y a quelque chose de très formel derrière, c'est très solide, mais le problème, c'est qu'on peut les utiliser hors contexte et cela peut provoquer des problèmes, comme dans tous les développements qu'il y a eu à travers le monde, d'ailleurs. Regardez par exemple ici, vous avez, là c'est la deuxième technique, hein, celle-ci, hein, on reconstitue les traits d'un visage. Là vous avez une personne, là vous avez bouche, regardez la forme de visage de la bouche de bouche.
cette personne-là est en train de sourire, donc on a récupéré ce sourire-là et on l'a mis sur la tête de bouche comme si de rien n'était. D'accord. Et bon, technique de deep learning, évidemment, mais aussi avec un travail qui est fait au niveau de la vidéo, avec des techniques, pas à la main, évidemment, mais des outils informatiques qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, vous voyez, la plupart des dates que vous voyez, ce sont des dates récentes. Donc, c'est des recherches qui sont extrêmement récentes et qui vont de plus en plus se développer. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, bon, là, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est un peu petit. Là, on prend une collection d'images. Généralement, on prend une source et une cible. Et je ne sais pas si on arrive à le voir, mais vous voyez, la bouche de cette personne-là a changé. Elle a pris la forme de la source. D'accord? Là, c'est un remplacement de visage. La source, c'est ça. La cible, c'est ça. On a enlevé la source, le visage de la source, et on l'a mis sur la cible. Alors, si la cible dit quelque chose de grave, et que c'est quelqu'un qui n'est pas important, mais on a pris l'image d'un président, l'image d'un homme politique, ou de Elon Musk, ou du président de Microsoft, là, il peut y avoir des répercussions extrêmement importantes. Alors, quelles sont les méthodes de l'IA? Je fais une typologie, d'abord l'IA classique, hein, qui existe depuis longtemps, enfin qui a démarré, c'est l'IA à base de règles, c'est-à-dire qu'à l'époque, on utilisait un ensemble de règles définissant les cas à traiter en utilisant un moteur d'inférence. En gros, c'est les systèmes experts. Certains ont dû voir ça dans leur formation. Les systèmes experts aujourd'hui, c'est complètement obsolète, il n'y a plus personne qui utilise ce genre de choses. Mais c'est de cette manière-là qu'on faisait de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on avait une base de règles avec des faits et un moteur d'inférence, et on essayait d'inférer avec des techniques. On utilisait des logiciels comme Lisp ou Prolog pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, c'était fastidieux, ça ne marchait pas très bien, les taux étaient très faibles, et jusqu'au moment où on est passé au machine learning. En fait, qu'est-ce que c'est que le machine learning? C'est un ensemble de techniques qui permettent aux ordinateurs de trouver un moyen de résoudre un problème par eux-mêmes, uniquement en examinant les données. D'accord? Donc, c'est-à-dire, enfin, je dis en examinant les données, on a l'impression que les techniques ont une loupe et qui vont regarder les données. Non, ce sont des méthodes qui vont travailler sur ces données et elles vont essayer de récupérer ce qu'on appelle les traits les plus pertinents. Alors, sans être programmées, évidemment. Comme c'est le cas dans les développements de logiciels. Et puis, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, elle est fondée sur le terme que j'ai beaucoup utilisé aujourd'hui, c'est le deep learning ou l'apprentissage profond. Je préfère que vous gardiez le terme deep learning, qui est un sous-domaine de l'apprentissage automatique utilisant des algorithmes inspirés du cerveau humain. Et c'est pour ça que ça marche bien. En construisant une toile de réseau de neurones artificiels, comme on va le voir. Donc, pour situer ça sur un axe temporel, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle a démarré dans les années 50. Jusqu'aux années 80, on utilisait encore les systèmes experts. Ensuite, on est passé au machine learning. Et ensuite, depuis 2010, on utilise le deep learning. Alors, machine learning, pour tous ceux qui ont n'importe quel ingénieur, connaît la plupart de ces techniques-là, parce que ce sont des méthodes qui proviennent des statistiques. D'accord? Tous ceux qui ont fait des études scientifiques n'auront aucun problème avec le machine learning parce que la plupart de ces techniques sont fondées sur ce que vous avez vu en stats. Dans le deep learning, il y a un changement parce que ce sont des réseaux de neurones. Alors, bon, je ne suis pas expert du cerveau humain, mais je voulais vous parler un petit peu du neurone hein, dans le cerveau humain parce que le deep learning, comme je vous ai dit ici, il est fondé sur une toile de réseau de neurones artificiels. Donc, ce que j'essaie de faire là, c'est de vous parler du neurone humain pour vous parler du neurone artificiel ensuite. Et vous allez voir qu'il y a une similitude. On ne fait que copier l'être humain. Alors, un neurone humain est composé d'un corps cellulaire, hein, c'est ce noyau-là,
de très nombreuses ramifications desquelles arrivent les informations, les dendrites. En fait, c'est des inputs pour les informaticiens, tout simplement. Donc, toutes ces branches-là, ce sont des capteurs d'informations. Et vous avez un axone par lequel sont diffusées les informations. Et là, vous avez une sortie, en fait, pour transmettre les informations d'un neurone à un autre. Alors, ce qui fait la grandeur du cerveau humain, c'est qu'il y a une communication extrêmement importante qui se fait entre les différents neurones. Nous parlons, nous faisons du sport, nous faisons de la musique, nous écrivons ou nous faisons ce que nous voulons, grâce à ces différents liens qui s'établissent entre vos neurones. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent chinois, mais je suppose que personne ne parle le chinois. Demain, si vous décidez d'apprendre le chinois, vous allez comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. C'est tout simplement, vous allez établir de nouvelles connexions neuronales qui vous permettent de parler le chinois. D'accord? Donc, les neurones communiquent entre eux par des signaux électriques appelés influx nerveux, par des synapses, généralement, qui permettent de connecter un neurone à un autre, comme ici. D'accord? Donc, il y a l'information qui va passer de ce neurone vers celui-là. On l'appelle aussi le potentiel d'action, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, dans 1 cm3 du cerveau humain, on dénombre pas moins de 10 000 milliards de synapses ou connexions nerveuses. Donc, quelqu'un qu'on dit, entre guillemets, intelligent, ou n'importe quel humain, il a cette intelligence parce qu'il a réussi à établir des connexions entre ses neurones. Quand vous avez appris votre langue maternelle, c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez appris une deuxième langue, c'est ce que vous avez fait. Quand vous avez appris Java, c'est ce que vous avez fait, etc., etc. Donc, tout le temps, vous êtes en train de connecter vos neurones les uns aux autres pour faire transmettre l'information électrique d'un neurone à un autre pour pouvoir avoir cette capacité de reproduire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un mécanisme de mémorisation. Alors, le cerveau humain, alors il y a plusieurs chiffres, mais il paraît que les derniers calculs s'entendent sur ce chiffre-là. Nous avons en gros 86 milliards de neurones dans le cerveau. Et on en perd malheureusement dans les 85 000 par jour. Alors, si les neurones ne sont pas utilisés, moi ça me fait toujours rire parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas leurs neurones. Si les neurones ne sont pas utilisés, ils disparaissent. Parce que la liaison qui se fait un petit peu entre deux neurones, elle est cassée et l'information ne passe plus. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple, imaginons qu'au collège ou au lycée, vous avez appris l'espagnol et depuis, vous ne parlez plus espagnol. Vous le perdez. Donc, parce que ces liens-là n'ont pas été renforcés, n'ont pas été réactivés ensemble pour que vous puissiez parler l'espagnol. Et avec l'âge, malheureusement, on perd aussi beaucoup. On dit qu'à l'âge de 80 ans, le cerveau ne comporte plus que 70% de ce qu'il avait à 25 ans. Donc, c'est pour ça qu'un cerveau humain, c'est un muscle, même si ce n'est pas un vrai muscle, qu'il faut travailler constamment, tout le temps et toute sa vie. Et dans les fibres nerveuses, dans ces dendrites, dans ces synapses, l'information circule à une vitesse phénoménale, à 120 mètres secondes, c'est-à-dire à peu près 430 km par heure, donc une vraie autoroute de l'information. Maintenant, j'arrive à l'informatique ou comment appeler ça? À l'ingénierie, c'est-à-dire ce que nous faisons tous, presque tous ici. Alors, on a défini finalement ce qu'on appelle un réseau artificiel. Alors, je ne vais pas parler de la première notion. On va utiliser des coefficients dits synaptiques ou des poids. Alors, les poids, si vous voulez, si je reviens à mon neurone, c'est cette force qui lie un neurone à un autre. D'accord? Ça, on l'a modélisé par des poids dans les réseaux de neurones artificiels. Alors, que fait un réseau de neurones artificiel basique? C'est très simple. Vous mettez des entrées, par exemple, il y a 4 entrées, votre neurone est là.
vous avez 1, moins 1 et 1. Vous avez des coefficients qui sont là, 2, moins 1,5, moins 2 et 3. Que fait un réseau de neurones? Il va tout simplement multiplier et additionner. Donc là, 1 multiplié par 2, ça fait 2. Moins 1 multiplié par moins 1,5, ça fait 1,5, etc. On somme tout ça et ça nous donne un résultat de 4,5. Alors, justement, pour pouvoir utiliser les réseaux de neurones, généralement, cette valeur ne nous intéresse pas parce qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Donc, ce qu'on fait, on utilise une fonction de seuillage au sens mathématique ou une fonction d'activation au sens neuronal, c'est-à-dire généralement les neurones sont connectés et on se dit, ce flux dont je parlais tout à l'heure, ce flux électrique qui permet de passer d'un neurone à un autre, il est activé lorsque on a une certaine valeur. Donc, par exemple, ici, ce qu'on a mis, on a tout simplement dit, si la valeur obtenue, la fonction de seuillage ici, si la valeur obtenue est supérieure ou égale à 2, alors le résultat est égal à 1. Et si c'est inférieur, alors le résultat est égal à 0. Donc, vous voyez, ce neurone artificiel, il prend des entrées, il les additionne avec les poids, d'accord? C'est une combinaison linéaire avec des pondérés, et le résultat est seuillé et on obtient un résultat en fonction de ce seuillage. Alors, ce seuillage, c'est une question très, très importante et c'est ça qui permet de mimer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau humain. Alors, je ne sais pas exactement comment dans le cerveau humain ça se passe, hein, à quel moment l'information passe ou elle ne passe pas. À mon avis, c'est surtout quand on rafraîchit la mémoire que cette information passe. Mais dans le réseau artificiel, on utilise une fonction de seuillage. Alors ça, c'est un exemple. Maintenant, dans le cas général, tout simplement, on va dire qu'un neurone reçoit les entrées x1, xn, et il calcule le potentiel d'activation K grâce à des poids WI, comme la somme pondérée des entrées. C'est-à-dire que la sortie, ça va être la somme des XI, WI, d'accord? Et on utilise une fonction de seuillage. Là, la fonction de seuillage, si K est supérieur à alpha, alors c'est 1. Si c'est inférieur ou égal à alpha, alors c'est 0, d'accord? Comme ici, là, la somme pondérée nous a donné 4,5. La fonction de seuillage qu'on a utilisée ici, c'est si c'est supérieur ou égal à 2, alors c'est 1, sinon c'est 0. Donc, si c'est 1 ou 0, ça permet, c'est comme un système automatique où vous dites le courant passe ou il ne passe pas. Donc, j'allume pas. D'accord? Alors, il y a plein de fonctions de seuillage qu'on utilise et que vous avez vu dans vos cours de mathématiques, hein, même en terminale, hein, la fonction tangente hyperbolique, par exemple. Vous voyez, si c'est une fonction de seuillage, hein, vous prenez n'importe quelle valeur, négative ou positive, le rendu, c'est une valeur entre moins 1 et plus 1. Donc, ça peut être intéressant comme fonction de seuillage. Une autre fonction, c'est la fonction sigmoïde qui ressemble à un S, qui est représentée par cette formule-là. Et c'est pareil, hein, vous lui donnez des valeurs numériques et elle vous renvoie une valeur entre 0 et 1. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et puis, vous avez la fonction qu'on utilise vraiment dans les réseaux de neurones profonds, c'est-à-dire en deep learning, qui est la fonction softmax. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction softmax ou la régression softmax? En fait, c'est quelque chose que vous avez vu en maths, hein, tous, hein, je pense, à un moment ou à un autre, parce que même pour ceux qui font de l'économie, vous avez dû voir ça, parce que c'est une fonction importante. C'est une régression logistique multinomiale. Elle n'est pas binomiale, c'est-à-dire 0 ou 1, mais on a plusieurs sorties possibles. C'est-à-dire que dans la régression logistique classique, vous avez deux sorties, vous avez 0 ou 1, j'allume pas. Dans la fonction softmax, on peut avoir plusieurs valeurs. Alors, pour faire le parallèle avec mon système de réseau de neurones profond, si vous voulez, cette fonction softmax, généralement, elle est utilisée à la sortie du réseau de neurones pour pouvoir dire quelle est la bonne sortie à allumer. Imaginons que votre système de réseau de neurones doit reconnaître des animaux. Imaginons qu'en input, en entrée, on a mis une girafe, et donc en sortie, on peut avoir tous les animaux de la jungle ou tous les animaux tout bêtement. Et donc en sortie, la fonction softmax va permettre de donner la probabilité, si le système marche bien, la probabilité la plus élevée à l'image de la girafe. Une probabilité moins importante à, je ne sais pas,
un animal qui pourrait ressembler un peu à la girafe. Et puis, quand il s'agit d'un ver de terre, la probabilité sera complètement qui va tendre vers zéro parce que la différence entre la girafe et le ver de terre est extrêmement éloignée. D'accord? Donc, c'est une généralisation de la régression logistique ou binomiale. Donc, je passe les formules, ce n'est pas important. Alors, dans un réseau de neurones, alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris un exemple ici. J'ai mis comme poids 2, moins 1,5, moins 2 et 3. Dans les problèmes de réseau de neurones, toute la difficulté, c'est de trouver ces poids-là, justement. Un problème d'apprentissage dans un réseau de neurones consiste à apprendre ces poids-là. Donc, il faut être en mesure de trouver les poids WI. À partir d'un corpus d'apprentissage, on modifie les paramètres jusqu'à ce qu'on obtienne la sortie souhaitée. Donc, on a besoin d'une base d'apprentissage et on va minimiser l'erreur entre la sortie souhaitée et la sortie obtenue. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ce corpus d'apprentissage, on va faire nos calculs de ces poids-là et c'est un algorithme itératif, c'est-à-dire qu'il va boucler un certain nombre de fois et à chaque itération, il va modifier ses connexions synaptiques pour reprendre le langage des neurones humains. D'accord? On lui dit, écoute, si je te mets une girafe, il faut que tu reconnaisses une girafe et non pas un chien. D'accord? Et tant qu'il ne reconnaît pas la girafe, on modifie les poids jusqu'au moment où, quand je lui mets une girafe, il me reconnaît une girafe et pas autre chose. Je ferai la même chose avec un chien. Donc, je lui montre une image d'un chien, on apprend le système, le réseau de neurones, on modifie les poids, et tout ça doit se faire en même temps. Hein. Ce n'est pas un apprentissage pour le chien, un apprentissage pour la girafe, etc. Parce que, justement, dans la vraie vie, on ne sait pas. Parce que si je sais, ça veut dire que le problème est déjà résolu. Alors, il faut que j'avance. Moi, je parle beaucoup. Hein. Rim, tu me dis quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Ben, on a encore le temps. On a encore un peu de temps? On a encore un peu de temps, mais on a beaucoup de questions. D'accord. Il me reste en principe 14, mais je vais essayer d'avancer. Alors, les réseaux de neurones multicouches, qu'est-ce que c'est? Les neurones, en fait, quand on fait un système d'apprentissage, ce qu'on va faire, les neurones, on va les arranger par couche. Alors, ce que j'entends par couche, c'est cette colonne-là. Ça, c'est une couche. Alors, ça, c'est l'input généralement. Ça, c'est ce qu'on appelle une couche cachée. Et ça, c'est une couche de sortie. Et généralement, dans ce type de neurones, il n'y a pas de connexion entre les neurones d'une même couche. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas relié à ça, ça, ce n'est pas relié à ça. Par contre, ici, chaque neurone est relié à l'ensemble des neurones de la couche qui est en face. Hein? Donc, chaque neurone d'une couche est connecté à tous les neurones de la couche suivante. Vous voyez? Et finalement, le système de propagation qui va permettre d'apprendre ces poids, il va transférer les données d'une couche vers une autre et finalement, le système va apprendre chaque bout. Par exemple, si on imagine qu'on essaie de reconnaître une girafe, le système va essayer d'apprendre ce que c'est que le cou d'une girafe. Il va apprendre que finalement, le cou d'une girafe, ce n'est pas la même chose que le cou d'un âne. Que les oreilles de la girafe, ce n'est pas la même chose que les oreilles d'un âne, etc., etc. Et ça, ce que je suis en train de dire là d'une manière explicite, se transforme en des valeurs numériques représentées par des poids et qui permettent à ce système d'apprendre correctement. Alors, il faut savoir que ce n'est pas ce type de réseau simple qui permet de reconnaître des girafes et des ânes ou d'autres choses, hein, mais des trucs un peu plus compliqués que ça. Donc, je vais avancer. Alors, la loi de Hebb. La loi de Hebb, c'est un neuropsychologue, Donald Hebb, et c'est en se basant sur les travaux des neuropsychologues qu'on a trouvé l'algorithme en informatique pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est ce que je dis à tous mes étudiants qui sont en recherche. Je leur dis souvent, ne vous contentez pas d'aller travailler sur des choses qui sont dans votre domaine. Allez voir ce qui se passe ailleurs, en thermodynamique, en physique quantique, en neuropsychologie. Vous allez revenir avec des idées que vous pourrez utiliser en informatique, parce que l'informatique est une science récente qui s'est nourrie finalement de plein de disciplines et on a importé des choses. Donc, je referme la parenthèse. Donc,
Donald Hebb, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand deux neurones s'activent simultanément au cours d'un événement donné, ils pourront facilement être réactivés ensemble dans le futur. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, si deux neurones s'activent en même temps, parce qu'il s'est passé quelque chose, ils pourront facilement être réactivés ensemble dans le futur. Donc, vous voyez, notre cerveau, comment finalement il fonctionne, c'est-à-dire que c'est X et Y, enfin, si j'ai deux neurones, parce que, on va prendre un exemple, il pleut, donc je sors mon parapluie. Donc là, il y a une activation, bien sûr que là, ce n'est pas juste deux neurones, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple beaucoup plus simple à comprendre. Donc, il y a l'activation simultanée de deux neurones, ça veut dire qu'il y a un courant, il y a un flux électrique qui passe et qui permet finalement à ces deux neurones d'être réactivés ensemble à chaque fois que cet événement se produit. En fait, Hebb le dit autrement. Hebb dit, si deux neurones sont excités en même temps, ils se lient. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais en tous les cas, voilà. Donc, s'il y a une excitation des deux neurones simultanément, ils se lient. Ça veut dire qu'il y a le mécanisme de mémorisation qui est en train de se faire. Donc là, je le dis autrement, quand un neurone envoie régulièrement un message vers un autre neurone, ce dernier devient de plus en plus réactif à ce message. En gros, c'est le mécanisme du souvenir qui est décrit. Du point de vue de l'intelligence artificielle, la loi de Hebb décrit la façon de modifier les points entre les neurones. Parce que tout ça, c'est bien, ça se passe dans le cerveau, mais nous, avec nos neurones artificiels, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le poids entre deux neurones augmente s'ils sont activés simultanément, sinon ils baissent. Et du coup, avec cette loi de Hebb, on en a fait un algorithme qui dit la chose suivante. XI et XJ sont les valeurs d'activation des neurones I et J. On supposera que delta WIJ correspond à la modification de poids. En fait, c'est la dérivée partielle, hein, du poids. Dans la loi de Hebb, le nouveau poids, c'est-à-dire qu'à chaque itération, quand on va modifier les poids, WIJ à l'instant t plus 1, c'est la valeur de WIJ à l'instant t plus cette modification qui est liée à l'activation ou pas d'activation. Donc, vous voyez, et c'est ça qui a été finalement inspiré de la loi de Hebb. Et techniquement parlant, le delta WIJ de t, c'est le produit de XI, XJ. Et c'est un algorithme itératif qui permet de modifier les poids jusqu'à ce que la sortie corresponde à ce qu'on voulait en entrée. D'accord? Bon, là, je vais passer. Voilà un vrai réseau de neurones dans un cas réel qui permet de reconnaître des chiffres manuscrits. Voilà, par exemple, vous voyez, une des applications qu'on utilise, c'est l'identification ou la reconnaissance des chèques. Dans un chèque, vous avez pas mal de chiffres, les gens écrivent à la main, évidemment. Et donc, là, une des premières applications des réseaux de neurones, ça a été justement la reconnaissance des chiffres. Et là, aujourd'hui, on a des taux de reconnaissance qui avoisinent les 100% de ce genre de choses. Donc là, voilà le réseau, la structure ou l'architecture du réseau. Ici, on a 784 neurones. Ça vient d'où? Parce qu'en fait, ici, on a représenté chaque chiffre dans une matrice ou dans une grille de pixels 28 x 28. D'accord? C'est-à-dire que le 5, là, il est dans une matrice découpée en pixels avec des niveaux de gris où on va dire, allez, noir et blanc. Noir, ça veut dire qu'il y a le point, que c'est dessiné, et blanc, ça veut dire que ce n'est pas dessiné. Regardez, si vous mettez le 5 dans une matrice et que vous découpez ça en petits morceaux, vous allez avoir des points qui seront en blanc et des points qui seront en noir. Et c'est cette juxtaposition de couleurs noires et blanches qui va vous donner le chiffre 5 ou 4 ou ce que vous voulez. Là, on a une couche cachée avec 15 neurones. Et puis là, vous avez votre sortie où le système va activer une de ces sorties grâce à cette fonction qu'on a vue tout à l'heure de seuillage qui s'appelle la fonction softmax, qui est la régression multinomiale qui va donner, donc si on met 5 par exemple en entrée, que le système a été bien appris, donc vous voyez toutes les connexions qu'il y a, c'est la sortie 5 qui sera allumée. Allumée, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement,
mathématiquement parlant, ça veut dire que sa probabilité sera plus élevée que celle des autres. Et donc, du coup, on dira que c'est le chiffre 5 qui a été reconnu. Alors, le deep learning, finalement, parce que là, ce que je vous ai montré jusque-là, c'est les briques de base du deep learning. Ce réseau de neurones, le neurone que je vous ai montré ici, c'est vraiment la cellule élémentaire de ce réseau. Un peu comme pour le cerveau, c'est comme si c'était ça. C'est comme si je vous avais montré ce genre de choses. Ce réseau-là, c'est l'équivalent de ça. D'accord? Mais si un cerveau ne comportait qu'un neurone, on serait un peu débile, on va dire. Et donc, pour l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Il faut des millions de connexions pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc là, vous avez un neurone simple, et puis vous avez ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire c'est tout simplement plusieurs couches de neurones interconnectées, et surtout des couches intermédiaires, parce que l'apprentissage, justement, va se faire grâce à ces couches intermédiaires. Alors, tout à l'heure, on était dans un système où il ne pouvait pas y avoir de lien entre les neurones d'un même niveau ou d'une même couche. Là, c'est possible, hein, ce n'est pas représenté ici, mais c'est possible d'avoir ce genre de choses. Donc, imaginons des systèmes de Google Traduction, par exemple, qui utilisent des choses comme ça. Alors, il faut compter des millions de paramètres qui sont à apprendre pour pouvoir reconnaître que quand je dis je veux prendre le petit déjeuner, qui me sortent I would like to have a breakfast. D'accord? Donc, mais c'est des millions de paramètres avec surtout, comme je vous ai dit, énormément de données d'apprentissage pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, quelles sont les différentes méthodes de deep learning? Il y en a une quantité industrielle, donc je ne peux pas vous les expliquer toutes. Il faut savoir tout simplement, ça je ne l'ai pas expliqué, en fait dans l'apprentissage, il y a deux types d'apprentissage. On a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors l'apprentissage supervisé, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage supervisé, par exemple, je prends une image d'une girafe, je la pixelise, c'est-à-dire je la transforme en matrice avec des niveaux de gris ou des niveaux de couleur plutôt ici, et à côté je mets girafe. Je prends l'image d'un chien, je pixelise, je transforme ça en matrice et j'écris à côté chien, d'accord? Et j'ai un ensemble de données de ce type-là. Cette base-là ou ce corpus, quand on est dans ce genre de choses, quand on a ce type de données, on appellera ça de l'apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé? Parce que pour chaque donnée, j'ai son étiquette. Dans l'apprentissage non supervisé, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a plus besoin de ces étiquettes pour apprendre. D'accord? Même sans étiquette, on est capable d'apprendre, et notamment avec ce qu'on appelle les auto-encodeurs que je vais vous expliquer. Alors, il y a plein, par exemple, les CNN qui sont très intéressants, les LSTM qui sont ici, ou les GRU, tout ça, ça correspond à des réseaux de neurones qui sont énormément utilisés aujourd'hui en intelligence artificielle, mais évidemment, je ne peux pas tout vous expliquer ici, donc je vais vous expliquer cette histoire d'auto-encodeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un auto-encodeur? Alors souvent, comme je disais, on ne dispose pas de données étiquetées. On n'a pas cette base de données avec la matrice de la girafe et à côté écrit girafe, etc. Donc quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un auto-encodeur qui va par lui-même apprendre les traits pertinents à partir de la structure de données. Et c'est ça, ça constitue une des révolutions de ces techniques-là. Parce qu'avant, dans tous les projets de recherche qu'on faisait, on consacrait énormément d'argent à l'étiquetage des données. C'est-à-dire, par exemple, quand on faisait, par exemple, on récupérait des sons, on enregistrait des gens, il fallait étiqueter, il fallait dire que ça correspond à A, ça correspond à B, etc. Donc, avec ces systèmes-là, on n'a plus besoin de faire ce genre de choses parce que la technologie va fonctionner un peu comme le cerveau humain. Le cerveau humain, quand vous avez appris ce que c'était une girafe, votre cerveau n'a pas d'abord enregistré girafe et ensuite il a été regarder les données. Il a fait plutôt l'inverse. Il a vu une bête, on va dire. Votre système a dit, ah tiens,
Votre cerveau a dit, tiens, elle a un cou très long par rapport aux autres. Elle a des pattes longues, elle court bizarrement, elle mange des feuilles. D'accord? Et c'est très pertinent que votre cerveau a enregistré. Après, vous avez demandé à votre maman ou à votre papa en disant qu'est-ce que c'est que ça? Et votre mère ou votre père vous dit c'est une girafe. Et donc, vous établissez la connexion entre l'ensemble des traits que votre cerveau a capté avec cette étiquette de girafe. Et bien, dans l'auto-encodeur, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, que fait l'auto-encodeur? Il commence par compresser les données en entrée, d'accord, pour les représenter dans une dimension plus faible, et ensuite, il réutilise ce vecteur pour recréer l'entrée d'origine. Alors, il faut savoir que en informatique et dans ces techniques-là, on a toujours, en mathématiques, en chimie, en physique, dans beaucoup de choses, on a toujours ce problème mathématique de réduction de l'espace. Parce que vous avez des dimensions de Rn avec n très grand, et c'est très difficile de le traiter informatiquement parlant pour ceux qui ont fait de la complexité algorithmique. En termes de complexité algorithmique, ça consomme énormément de ressources, et du coup, on ne peut pas le traiter. Donc, il y a beaucoup de techniques en mathématiques qui permettent de réduire la dimension vectorielle pour pouvoir travailler avec un vecteur plus petit qui est équivalent finalement au vecteur de départ. Vous avez vu par exemple la CP ou des choses comme ça. Donc, l'auto-encodeur apprend les traits pertinents à partir de la structure de données. Il commence par compresser les données en entrée pour les représenter dans une dimension plus faible et ensuite il réutilise ce vecteur pour recréer le vecteur d'origine. Alors, comment on fait? La différence entre l'image, recréer l'image d'origine est appelée l'erreur de reconstruction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On prend une image, je ne sais pas si on le voit, on prend une image, on la compresse et on la reconstruit. Et qu'est-ce qu'on fait? On va calculer l'erreur finalement entre ce qu'on a reconstruit et l'image de départ. Et qu'est-ce qu'on fait? On va réduire cette erreur. D'accord? R moins O, R étant l'image reconstruite et O l'image d'origine. Le réseau est entraîné de manière à minimiser cette erreur et l'auto-encodeur apprend à exploiter cette structure naturelle des données pour trouver une représentation efficiente dans une dimension plus faible. Donc, voilà une autre image de votre… Bon, on a juste séparé ici. Ça, c'est la partie encodeur. Ça, c'est un réseau de type auto-encodeur, c'est-à-dire qu'il auto-encode son information. Donc, la partie rouge là, c'est la partie qui va s'occuper de coder ou d'encoder plutôt l'information. Ok, il va la projeter dans ce petit espace. Et le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va décoder ces données-là pour essayer de reconstruire l'image de départ. Et le processus d'apprentissage se fait de cette manière-là. Je prends mon image de girafe, je l'encode, je la décode. J'obtiens quelque chose de pas bon, je recommence, jusqu'à ce que j'obtienne l'image de départ égale à peu près à l'image de sortie. Et c'est comme ça que fonctionnent ces auto-encodeurs. Pour comprendre, vous avez cette image-là, c'est un peu comme lorsque vous voulez construire une maison à partir d'un plan 2D. D'accord? Là, ce embedding vector, c'est en fait ce plan en 2D ou une image, et on essaye de construire une image en 3D qui est l'image de la maison. Bon, pour laisser un peu de temps pour les questions, je crois que je vais passer tout ça. Voilà, donc moi je vous propose encore 10 minutes et on passe aux questions. D'accord, ok. Alors, pour le deepfake, tout à l'heure j'ai commencé à parler de deepfake, comment ça marche? Donc, bon, ça je vais passer. Alors, le deepfake, comment ça marche? On va utiliser différents décodeurs pour la personne A et la personne B. C'est-à-dire que pour l'encodage, on va prendre une base de données. Imaginons les images que je vous ai montrées tout à l'heure des différents présidents. Nous, on est en train de construire une base de données comme ça. On est en train de transformer, de mettre la tête d'un président sur la tête d'un autre. On est en train de construire notre propre corpus de deepfake et sur lequel on va essayer de travailler pour détecter justement les deepfakes. Donc, on prend une collection de vidéos ou d'images. Et à partir de ces vidéos et de ces images, on va encoder avec le même encodeur toutes les images ou toutes les vidéos. Par contre, au moment du décodage,
quand on va décoder, par exemple, je ne sais pas, la tête du président algérien, on va la décoder avec le décodeur de ce président. Si je prends le président tunisien, on va le décoder pas avec le décodeur du président tunisien, etc. D'accord? Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, pour le décodage, on utilisera différents décodeurs pour la personne A et la personne B. Donc, on entraîne l'encodeur et le décodeur ensemble de manière à ce que l'entrée soit la plus proche possible de la sortie, c'est-à-dire quand j'encode et quand je décode, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Sauf que là, quand je veux faire du deepfake, je prends l'ensemble des photos ou l'ensemble des vidéos, je les encode de la même manière, mais au moment du décodage, je vais mettre le décodeur spécifique de chaque image ou de chaque vidéo. Pourquoi on fait ça? Parce que l'encodeur, ça lui permet de trouver et d'apprendre les similarités. Parce que là, ça reste des images des êtres humains, donc ils ont tous des yeux, des sourcils, un nez, etc. Donc le système peaufinera les différents détails, des nez plus gros, des nez plus petits, etc. Et donc, mais la forme, il va réussir à établir quelque chose de similaire pour l'ensemble des trucs. Alors, pour le deepfake, maintenant, comment ça marche? Alors, regardez ici, vous avez deux photos de deux filles. Donc, ici, pour l'encodage, on va encoder ces deux photos de la même manière. On obtient une image pixelisée et on va, quand je veux décoder, dans la phase d'apprentissage, je vais utiliser le décodage de cette fille-là et le système me reconnaît la même ou presque la même. D'accord? Idem pour celle-ci. Maintenant, pour le deepfake, attendez, voilà, pour le deepfake, je vais prendre ça. Est-ce que c'est ça? Non. Pour le deepfake, regardez ce qui va se passer. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, on prend une image A, une image B, on les encode de la même manière. Là, j'obtiens l'image pixelisée de la personne A, l'image pixelisée de la personne B, je les décode. Je retrouve à peu près la même personne en entrée, la même personne en entrée ici. Quand je veux créer des images détournées ou du deepfake, qu'est-ce que je fais? Je prends l'original, elle est encodée, j'obtiens l'image pixelisée, mais au moment de la décoder, je vais la décoder avec le décodeur d'une autre image. D'accord? C'est-à-dire que là, je vais la décoder avec le décodeur de cette personne-là, et là, on obtient quelque chose qui ressemble à peu près aux deux. D'accord? Le visage de la première, du premier, avec la tête du deuxième. Donc, dans le processus, ou du moins quand on change d'image, hein, parce qu'il n'y a pas que cette technique-là, donc l'encodeur, c'est le même, mais le décodeur, au moment où je veux fabriquer ces images qui sont erronées, je n'utilise pas l'encodeur de la personne de départ, mais le décodeur de la personne cible. Bon, là, je vais passer. Là, par exemple, regardez ce qui se passe. Là, j'ai pris cette photo-là, j'extrais son visage, je l'encode, j'obtiens l'image pixelisée, mais au moment du décodage, je vais le décoder avec le décodeur de l'autre fille, hein, de l'image qu'on a vue tout à l'heure. Je vais prendre ce décodeur-là, de cette fille-là. Et regardez, donc, qu'est-ce qu'on récupère ici? On avait cette fille-là, mais en sortie, on a, on a la tête de cette personne-là, mais le reste, c'est la personne de départ. Il faut bien regarder, vous pouvez le voir au rouge à lèvres, hein, parce qu'elle a un rouge à lèvres foncé. Donc, vous voyez bien que c'est la tête de cette personne-là, mais c'est les cheveux de l'autre, le foulard de l'autre, etc. Et on voit bien que le travail n'est pas tout à fait bien fait parce qu'il y a des reflets à ce niveau-là. On a l'impression qu'elle a un menton en triangle. Donc, on peut être vraiment bluffé à cause de ce genre de choses. Alors, en conclusion, bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais ça, c'était un truc rapide. Donc, l'IA est un domaine de l'informatique qui date des années 50, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, avec les travaux d'Alan Turing, qui, dans les années 50, se posait la question, est-ce qu'une machine peut penser? Bon, il était loin de mettre en place les fondements de l'intelligence artificielle, mais à l'époque, déjà, il s'est posé cette question-là, est-ce qu'une machine peut penser? Alors, la machine, aujourd'hui, ne pense toujours pas,
mais elle a des techniques et des méthodes qui ne sont pas très loin de ce que fait un être humain. Dans les années 90, donc là je vous parle un petit peu en termes de conclusion de l'évolution, dans les années 90, une machine développée par IBM qui s'appelait Deep Blue a battu le champion du monde Kasparov de jeux d'échecs grâce bien sûr à la capacité de calcul de cette machine, mais aux méthodes d'intelligence artificielle qu'on a mis dans Deep Blue. Alors, les GAFA MN, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, etc., Microsoft et même Netflix aujourd'hui, toutes ces entreprises qui ont vos données et qui ont le pétrole finalement, hein, c'est les nouveaux rois du pétrole, ont fait évoluer l'intelligence artificielle grâce aux données. Rappelez-vous, vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire du deep learning, vous ne pouvez pas faire de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ces entreprises étaient obligées de faire ça, de développer le big data et du point de vue architecture avec les méthodes algorithmiques qui sont dédiées au big data. Et surtout, on s'est retrouvé en face de données colossales qu'il fallait traiter et surtout qu'il fallait exploiter. Il fallait en faire quelque chose. Donc, les GAFA MN ont fait évoluer la recherche en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas encore atteint un plafond de verre. On n'est pas encore au maximum. On verra de plus en plus de produits à base d'IA qui remplaceront l'humain, y compris dans les domaines de pointe, comme dans certains problèmes de médecine, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a plein d'opérations qui sont… Parce que pendant longtemps, quand on a commencé l'informatique, on disait « ouais, bon, ça c'est une… » Mais que faisait l'informatique à l'époque? Elle mettait en place des programmes qui remplaçaient les tâches répétitives. Ces tâches répétitives, en disant, bon, je vais programmer ça et je le fais. Maintenant, on a dépassé ce stade-là, ce ne sont pas des tâches répétitives, les tâches qu'on veut faire. Un médecin qui regarde une radio, ce n'est pas une tâche répétitive, il va essayer de voir où se trouve le problème. Donc, si on réfléchit en termes d'informatique, il y a plein de si alors sinon. Donc, mais ça, ce n'est pas possible, on ne va pas le faire de cette manière-là. Et donc, l'IA peut être dangereuse finalement pour les futurs métiers, pour un certain nombre de métiers. Il y a eu la révolution d'Internet, et là, nous vivons celle de l'intelligence artificielle. Dans chaque siècle, il y a eu une révolution, il y a eu la révolution de l'électricité, il y a eu un tas de révolutions, et la révolution que nous avons connue, c'est la révolution d'Internet, et là, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas au début, on n'est pas à la fin non plus, mais on a bien avancé. C'est-à-dire que les gens qui ont pris du retard auront énormément de mal à rattraper ce retard parce que maintenant, c'est compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt se battre plutôt préparer la prochaine guerre technologique que de préparer la technologie de l'IA parce que c'est un peu trop tard si on doit, au sein d'un continent, par exemple, comme le continent africain, essayer de démarrer quelque chose à partir de zéro aujourd'hui. Voilà pour la présentation. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Khmeridi. C'était très, très intéressant. La preuve, j'ai beaucoup de questions. Je vais vous poser les questions dans l'ordre, comme je les ai reçues. Alors, donc, je vais commencer par la première question. Elle est d'ordre pédagogique. Oui. Je n'ai pas entendu les mains, c'était coupé à un certain moment. J'ai dit que je vous remercie infiniment pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. La preuve, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors, je vais commencer à vous les poser dans l'ordre chronologique, quand je les ai reçues. Donc, la première, elle est pédagogique surtout. Alors, est-ce que tout le monde peut apprendre l'intelligence artificielle? Si oui, quelle orientation suivre? Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut être forcément un développeur, un programmeur?
Non, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde peut suivre l'intelligence artificielle. Alors, je vais dire oui et non. Enfin, oui, parce qu'il y a énormément d'outils aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un auto-encodeur, vous n'allez pas le programmer. Vous utilisez Python, par exemple, vous avez des librairies qui vous permettent de faire un appel à une fonction qui vous permet de faire un auto-encodeur ou un CNN ou X ou Y. Alors, ça, c'est la partie oui de ma réponse. La partie non, pour moi, parce que je suis chercheur et puis je pense que pour n'importe quel scientifique, même si on n'est pas chercheur, pour moi, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir avancer. Sinon, on va devenir, même en termes d'ingénierie, on va devenir des clients comme on l'est dans autre chose. On achète des Android, on achète des iPhones, on utilise, on fabrique pas. D'accord? Ou on fait du montage finalement, à partir de pièces, on monte quelque chose. Donc pour moi, si on veut vraiment, comment dire, si on veut apprendre, il n'y a aucun problème. Hein, comme je l'ai dit, ça c'est. Maintenant, si on veut prendre le train de l'intelligence artificielle et concurrencer les gens, les leaders, il faut absolument rentrer à l'intérieur, regarder les mathématiques qu'il y a derrière et essayer de proposer de nouvelles choses. Parfait. J'ai une autre question. Est-ce que l'IA repose principalement sur les résultats antérieurs de l'être humain? Antérieur de l'être humain. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Ouais, je crois la question c'est est-ce que l'IA repose principalement sur l'humain, la psychologie humaine, les sentiments, je ne sais pas si j'ai toujours pas compris la question, mais je vais essayer de répondre quand même. Je pense que nous faisons de l'IA parce que l'humain a laissé des traces. Quand on fait, par exemple, il y a un des trucs que je n'ai pas cité ici. Je me souviens, je faisais un cours sur le big data juste avant les élections, la veille des élections de Trump. La veille des élections de Trump, je me souviens, c'était un mardi, et les élections devaient avoir lieu la nuit. Et j'ai montré aux étudiants un résultat de ce qu'on appelle l'analyse de sentiments. On utilise aussi des techniques d'intelligence artificielle. Tous les instituts de sondage à l'époque américains avaient donné Clinton comme la future présidente américaine. Mais cette étude sur le sentiment des Américains dans les réseaux sociaux avait donné Trump comme gagnant. Donc moi, j'ai présenté ce résultat à mes étudiants en leur disant, écoutez, j'espère que ça ne sera pas ça. Le lendemain, au réveil, il y a eu le résultat et c'était Trump. Tous les instituts de sondage s'étaient plantés, sauf les techniques d'intelligence artificielle qui ne s'étaient pas plantées. Donc, alors pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que pour à peu près répondre à la question qui a été posée, nous pouvons faire de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des données. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a besoin de données, de beaucoup de données, d'un maximum de données. Nous tous, on laisse plein de traces avec nos téléphones, avec nos cartes bleues, on laisse des traces. Toutes ces traces-là, quand on les combine, ça nous fait un corps important. Google, aujourd'hui, est puissant, c'est pas parce que c'est Google, c'est parce que nous avons aidé Google à devenir puissant, parce qu'on lui a tout donné, nos contacts, nos mails, etc., etc. Et tout ça, c'est une mine qu'on exploite. Donc, forcément, on utilise des données humaines, évidemment. J'ai 4 questions qui ont été posées par la même personne. Est-ce qu'une IA peut-elle avoir confiance d'elle-même? Est-ce qu'une IA peut-elle refuser d'obéir? Peut-on transférer dans ton esprit une IA? Une IA peut-elle être refusée? Salim, je ne t'ai pas entendu, c'était très entrecoupé. Donc, si on peut couper les micros ailleurs, enfin, en principe, ils sont tous coupés. Je vais couper le mien pour t'entendre peut-être mieux. Vas-y. D'accord. Donc, je reprends. J'ai 4 questions qui ont été posées par la même personne. Est-ce qu'une IA peut-elle avoir conscience d'elle-même?
Est-ce qu'elle peut refuser d'obéir? Est-ce qu'on peut transférer de l'IA dans son esprit? Et est-ce qu'une IA peut-elle être fatiguée? Alors, c'est une question philosophique, voire de science-fiction. Nabil, tout à l'heure, va parler d'un livre que j'ai écrit où je délire un petit peu comme ça, où l'intelligence artificielle dépasse un petit peu ses créateurs. Bon, aujourd'hui, c'est de la fiction, ce n'est pas possible. Pour le moment, ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle peut ne pas obéir? Non, parce que un système. Vous voyez, dans le livre que j'ai écrit, bon, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais le système apprend tellement. Le paradoxe, c'est que on fait de l'apprentissage, on fait de l'informatique pour que le système obtenu soit meilleur que l'être humain. Mais en fait, parfois, on a l'impression qu'on apprend pour devenir comme un être humain avec toutes ces lacunes, avec tous ces problèmes. Donc, aujourd'hui, pour répondre aux questions de la personne, non. Mais, enfin, je dirais non. Et puis, pour le moment, je ne vois pas comment on peut y arriver. Alors, faut-il avoir peur de l'IA? Oui, alors oui et non. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation les ingénieurs de Google qui ont menacé de quitter parce que demain, dans une guerre, si c'est des robots qui prennent des décisions, là, ça serait extrêmement grave. Le général Kaufman, dont je parlais tout à l'heure, disait que non, il est hors de question qu'un robot prenne des décisions ou l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Mais moi, je suis persuadé que par la suite, oui, il y aura des gens qui vont, enfin, il y aura des robots, il y aura des algorithmes qui prendront des décisions de tirer sur telle ou telle personne parce qu'ils vont estimer qu'il y a un danger pour le bataillon, pour le pays, pour ceci ou pour cela. Donc, oui, il faut en avoir peur, mais d'un autre côté, quand on est scientifique, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller, c'est comme dans tout. Les parents, aujourd'hui, ils peuvent dire est-ce qu'il faut avoir peur d'Internet? Oui et non. Donc, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses extrêmement intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais on ne peut pas fermer les yeux en disant moi, je trouve que c'est pas bien, donc j'irai pas. Alors, quelles sont les incidences de l'automatisation sur le travail et la manière d'envisager la répartition du travail, la relation entre l'humain et l'IA? Alors ça, c'est une très bonne question, mais les incidents, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que pour moi, pas que pour moi, et des gens qui l'ont dit bien avant moi, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Ça, c'est clair. Il y a plein de métiers qui vont disparaître, même des bacs plus 5 et des bacs plus 8 ou bacs plus 10. D'accord? Donc, il va y avoir d'autres métiers. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je trouve que le rôle du politique, je ne parle pas de la politique en Afrique, hein, parce que là, c'est un autre domaine. On dort et on prend le café, donc on est dans un autre délire. Mais même en Europe, je trouve que les politiques ne font pas leur travail. C'est-à-dire que on vient pas les gens. Vous savez, en France, par exemple, quelqu'un qui a une licence de taxi, il la paye 200 000 euros. 200 000 euros pour une licence de taxi, pour attendre des heures, pour pouvoir gagner 15 euros peut-être. Donc, la personne peut s'endetter pendant des années. Et si cette personne, dans 10 ans, lui dit il y a plein de taxis autonomes, cette personne va devenir folle. Donc, effectivement, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Et je trouve que c'est le rôle du politicien, ce n'est pas le rôle du scientifique d'attirer l'attention des gens parce que les politiques ont des conseillers qui peuvent leur dire ce genre de choses. Maintenant, la répartition du travail. Alors, en France, il y a quelqu'un qu'on trouvait ridicule aux dernières élections présidentielles, c'est Benoît Hamon, qui avait proposé de faire un revenu universel. C'est-à-dire, tout le monde l'a pris pour quelqu'un d'idiot à l'époque. Il proposait, alors techniquement c'était compliqué à mettre en place, mais il fallait y penser. C'est-à-dire, il proposait qu'on donne de l'argent aux gens
parce que de toutes les manières, il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Ce n'est pas un chômage. C'est-à-dire même des diplômés, il faut leur donner, parce que de toutes les manières, il y aura de moins en moins de travail. D'accord? Peut-être que nous, on ne vivra pas ça, mais je ne sais pas, peut-être dans 30 ans, 40 ans, il faudra mettre en place ce genre de choses, parce que qu'on fasse des études ou pas, il faudra vraiment faire ce genre de choses pour pouvoir y aller. Oui, il y a quelqu'un qui dit Elon Musk l'a proposé, oui, mais comment il s'appelle? Benoît Hamon l'avait proposé il y a déjà 5 ans pour faire ce genre de choses. Mais techniquement, aujourd'hui, tous les États n'ont pas les moyens de faire ce genre de choses. Alors, pensez-vous que si l'Afrique investit dans cette technologie, ça pourrait avoir un impact positif sur son développement? Si oui, comment se prendre pour se lancer en Afrique? Je reprends. Alors, est-ce que vous pensez que si l'Afrique investit dans cette technologie, est-ce que ça pourrait avoir un impact positif sur son développement? Si oui, comment l'Afrique doit faire pour se lancer? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je suis africain comme vous, donc moi, ça me fait mal au cœur de voir la situation de l'Afrique dans tous les domaines. Et je l'ai dit à la fin, pour moi, c'est trop tard aujourd'hui. Et si vous regardez, il y a beaucoup d'Européens, d'Américains, de Chinois qui sont en train de préparer le terrain pour importer les produits d'intelligence artificielle en Afrique. On continue à considérer l'Afrique comme un gros consommateur, comme un estomac et non pas comme un cerveau. Donc, pour moi, bien sûr, il n'est jamais tard de commencer. Il vaut mieux avoir un peu de retard que rien du tout, même si on développe des petites choses, c'est intéressant. Mais pour moi, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler sur la technologie de demain. Et la technologie de demain, moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Vous avez Monsieur Diori qui s'intéresse à ça aussi depuis très, très longtemps. C'est l'informatique quantique. Et ce qu'il y a derrière, c'est la mécanique quantique. Les ordinateurs de demain n'auront absolument rien à voir avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Moi, je fais un cours sur l'informatique quantique à mes étudiants où vous allez voir où il y a des choses qui sont complètement différentes et ça coûte des milliards. La France est déjà en retard dans ce domaine. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, une fois que le train est parti, si c'est un TGV, vous avez énormément de mal à le rattraper. Maintenant, il faut avoir ces petits trains aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire en Afrique, mais je préfère que ces technologies soient développées par des Africains pour ne pas les importer avec des sommes astronomiques comme savent le faire les Africains d'une manière générale. Parce qu'il y a d'autres problèmes aussi, hein. Bon, ce n'est pas la peine d'en parler ici, mais en tous les cas, il n'est jamais trop tard, mais il faut être surtout sur des petites choses qu'on pourrait développer, parce que je vous ai dit, il y a des boîtes à outils aujourd'hui pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. N'importe quel informaticien qui utilise Python, par exemple, sera capable de faire ce genre de choses. J'ai une question j'ai un candidat, enfin un participant qui insiste. Est-ce que l'IA pourrait vraiment comprendre les intentions de l'être humain via l'analyse sentimentale? On vous entend pas. Oui, pardon. Bien sûr, l'analyse de sentiments est une des applications qui marche le mieux. Moi, j'ai fait soutenir deux doctorats sur le sujet, où on prend du texte. Enfin, là, nous, on a travaillé sur le texte, mais on travaille également sur la reconnaissance de la parole. Il y a, parce que les sentiments, il y a plusieurs. Quand on travaille sur du texte, c'est juste des mots. Et quand on travaille sur la parole, il y a des intonations, il y a la prosodie, il y a un certain nombre de phénomènes de ce type-là qui peuvent être déclencheurs de sentiments de tristesse ou de sentiments de joie ou de sentiments de ce type. Donc, on peut comprendre ces sentiments-là. Maintenant, l'intention, aller plus loin derrière, c'est-à-dire, bon, il y a des choses encore compliquées, mais encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est possible de faire ce qu'on veut à condition d'avoir cette masse de données dont j'ai parlé au début qu'il faudra donner à manger
au réseau de neurones. Mais l'analyse de sentiments classiques, bêtes et méchantes, aujourd'hui, il y a plein de trucs. C'est-à-dire, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le sondage des élections américaines, c'était sur les sentiments des Américains dans les réseaux sociaux. On a analysé les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux, c'est pas les gens disent oui ou non, j'aime Trump, j'aime pas Trump. Non, c'est des textes écrits en anglais et qu'on a traités et on a essayé de dégager cette information-là. Parfait. Une autre question, qu'en est-il de la dimension psychologique à l'ère de l'IA? La dimension psychologique, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Est-ce que le côté psychologique est pris en considération par l'intelligence artificielle? Je ne crois pas que ça soit le propos de l'intelligence artificielle. Quand on fait de la science, on ne fait pas de la philosophie ou de la psychologie. Généralement, on fait des choses et après on se pose des questions. Quand on commence à voir les difficultés ou les problèmes que ça peut poser, c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire ah oui, mais comment on va faire, est-ce que c'est possible ce genre de choses? Par exemple, une des questions que l'on se pose, vous savez qu'au Japon, c'est une société vieillissante et le Japon a depuis très longtemps développé des programmes de robotisation. Aujourd'hui, au Japon, on peut acheter un robot qui remplace un chien finalement, qui est un accompagnateur, qui peut servir le café, Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que si demain les robots ont un aspect humain et qu'ils marchent dans la rue, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'il doit y avoir un indicateur qui va nous dire attention, ça c'est un robot, c'est pas un être humain. Donc la dimension psychologique, on ne la prend pas trop en compte. La dimension psychologique ou philosophique ou juridique, si tu veux, elle est prise en compte à partir du moment où on commence à voir le danger. Mais les scientifiques n'ont pas ce problème au début. Quand on a commencé à travailler sur l'atome, l'objectif, ce n'était pas de faire une arme nucléaire. On a travaillé sur ça, on a développé, il y a eu des bombes nucléaires, et c'est après qu'on a commencé à se poser toutes ces questions éthiques. Alors, après le deep learning, peut-on évoluer vers d'autres modes d'apprentissage dans le futur? Alors, c'est une très bonne question, ça. Après le deep learning, on est aujourd'hui, moi j'ai démarré une activité de recherche là-dessus qui s'appelle Quantum Machine Learning, c'est-à-dire l'utilisation des machines quantiques dans le deep learning. Parce que c'est une informatique qui est complètement différente et avec des procédures de calcul faramineuses et qui permettent d'aller beaucoup plus loin et de travailler sur des problèmes qui ne sont pas encore résolus. Pour vous donner un exemple, il y a un problème qui a été résolu par la machine, la quantum machine, la machine quantique de Google. C'est un problème qui prend, avec des techniques classiques, 10 000 ans de calcul. Et il a été, avec une machine quantique, il a été résolu en 2 heures. Donc, on est passé de 10 000 ans à 2 heures. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est de travailler sur ce genre de choses. Alors, pour vous dire, c'est un truc qui est complètement récent. Dans mon laboratoire de recherche, on est 450, il n'y a personne qui travaille là-dessus. Moi, je viens à peine de mettre le nez dedans. Alors, comme il existe des applications de deepface, existe-t-il des applications permettant de détecter les images manipulées, dans le sens inverse? Oui, oui, bien sûr. Enfin, des applications, oui et non. Mais si tu veux, ça fait partie de la recherche. Moi, dans mon équipe, on est en train de mettre en place ce genre de choses. On est en train de travailler sur ça. Mais il faut savoir que Facebook, qui travaille sur ce genre de choses, parce qu'on lui a reproché plusieurs fois de laisser passer des deepfakes, elle a une base de données extrêmement importante, elle est gigantesque,
Et le meilleur taux de reconnaissance, d'identification de deepfake avec toute la technologie et tous les moyens financiers et matériels de Facebook, on est arrivé à 65%. Donc, le taux de détection de deepfake aujourd'hui est de 65%. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de travail. Ça veut dire, en gros, il y a 3 vidéos sur 10, un peu plus, 3,5 vidéos sur 10 qui passent à la trappe. Alors, quel est le langage de programmation qu'il faut apprendre pour se lancer en IA? Et est-ce qu'il y a un rapport entre les algotraders et l'IA? Est-ce qu'il y a un lien C'est ce qui a été noté, les algorithmes de traders, j'imagine, ou les algorithmes de l'IA, les algorithmes de piratage et l'IA. On vous entend pas. Oui, je vais répondre à la première partie de la question, la deuxième, je ne l'ai pas comprise. La première, oui, il y a plein de langages, et le langage le plus simple, c'est Python. Donc, avec Python, vous pouvez faire plein de choses, et comme je le disais tout à l'heure, vous avez des librairies entières qui vous permettent de faire ce genre de choses. Est-ce que les deux régressions simples et multiples, constituent la base de l'IA? Quelle régression? Les régressions… Les méthodes que vous avez expliquées tout à l'heure entre méthodes simples et multiples. Oui, non, pas du tout. En fait, la régression logistique et la softmax, la multinomiale, ce n'est pas la base, mais c'est un petit morceau du deep learning. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met à la sortie d'un réseau de neurones pour dire ça ou ça. C'est comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le système calcule une probabilité, que ce soit une girafe, que ce soit un chien, etc. Et c'est cette fonction softmax qui le fait correctement pour dire c'est une girafe et non pas un chien. Parfait. C'est quoi l'intérêt des couches dans un réseau de neurones et comment fixer le nombre de couches? Alors, la deuxième partie de la question est très intéressante. Comment fixer? Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse à ce genre de choses. Généralement, on fait des tests. Maintenant, plus on met de couches, généralement, meilleur est le système. Les différentes couches permettent finalement d'attraper ou de capter un certain nombre de caractéristiques de l'objet qu'on essaie de reconnaître. C'est pour ça que les réseaux qui n'ont pas de couches intermédiaires ont énormément de mal à reconnaître quelque chose. Regardez le cerveau humain, je vous ai dit, c'est un maillage de neurones interconnectés, des milliards de neurones qui sont 84 milliards de neurones interconnectés. Et c'est ça qui permet vraiment de lier ces informations et d'avoir ce genre de choses. D'accord? Donc, en fait, il y a les couches intermédiaires, ce sont elles qui vont permettre de détecter, par exemple, quand je suis en train de reconnaître une girafe, ça va reconnaître l'œil de la girafe. Plus j'ai des couches qui sont entre les deux, plus j'arrive à capter un certain nombre de détails, un certain nombre de choses à partir de mon réseau de neurones. D'après plusieurs articles scientifiques publiés récemment, il y a eu plusieurs critiques extrêmement sévères qui ont été octroyées en défaveur de l'IA. Est-ce que ces inconvénients peuvent prendre le dessus sur ces avantages? Je ne sais pas si c'est des articles scientifiques, vous savez, on a toujours… moi, en sciences, je ne vois personne qui critique l'IA. Maintenant, les non-scientifiques critiquent l'IA, les politiques, les gens de droit, les syndicalistes. Mais l'IA, comme n'importe quelle science, elle a ses avantages et ses inconvénients. Comme je disais tout à l'heure, pour l'exemple d'Internet. L'exemple d'Internet, je ne sais pas, en tant que maman, tu vas dire ça peut être dangereux pour mes enfants et tout. Mais pour toi, tu vas l'utiliser parce que tu vas rechercher des informations pour préparer tes cours et des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de critiques, bien sûr, comme tout. Faites n'importe quoi. Il y a même des gens qui critiquent le fait que le soleil se lève à l'est ou que la Terre n'est pas plate. Il y a des gens, il y a des théories vraiment complètement
tordu aujourd'hui à partir du moment où on met en place un système. Donc, dans n'importe quel truc, quoi qu'on fasse. J'ai une question concernant le Maroc et l'IA. Donc, dans le domaine de l'IA, quel est le futur du Maroc concernant l'intelligence artificielle? Et quel serait l'impact du retard pris par le Maroc dans la recherche scientifique dans l'IA sur l'économie marocaine? Alors, Est-ce que vous voyez que l'industrie avance en parallèle que la recherche scientifique au Maroc? alors, j'ai cherché des informations sur l'intelligence artificielle au Maroc, parce que comme la plupart, c'est des Marocains, mais je n'ai pas trouvé d'informations. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup d'univers, enfin, à l'université marocaine et dans les écoles privées, on enseigne l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas suffisant. L'intelligence artificielle devient importante lorsqu'elle est, comme tu disais, comme disait la question, quand elle arrive chez monsieur et madame tout le monde, dans les entreprises, dans la façon de faire évoluer les choses. Maintenant, pour le retard, bon, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées au Maroc en IA, parce qu'il y a pas mal de projets. Le Maroc est tourné vers l'Occident d'une manière générale. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Mais, encore une fois, c'est un peu comme beaucoup de choses qui se passent en Afrique, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes des consommateurs. Tout à fait. Et l'idéal, ça serait parce qu'il y a des cerveaux au Maroc, en Guinée, en Niger, un peu partout. Donc, l'idéal, ça serait qu'on devienne des producteurs et non pas des consommateurs, comme on consomme des voitures, des téléphones, et la liste est très longue. Alors, j'ai une question technique. La personne, je vais lire exactement comme ce qu'elle a écrit. Je pense que la difficulté dans les méthodes d'apprentissage non supervisées ou spécifiquement dans les techniques de classification non supervisées est que le nombre d'outputs est a priori inconnu. D'après votre énorme expérience, comment peut-on mesurer cette erreur de classification en vue d'améliorer l'apprentissage automatique des algorithmes créés sur la base de ces techniques? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que, sincèrement, bon, elle est un peu compliquée cette question parce que de toutes les manières, encore une fois, c'est vrai que le nombre, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct dans la question parce que quand on dit le nombre d'outputs n'est pas connu dans l'apprentissage non supervisé, c'est vrai, mais généralement, quand on fait une application, on fait une application dans un domaine restreint. C'est-à-dire, imaginons que je fais une application pour reconnaître les animaux de la jungle. Les animaux de la jungle, le nombre n'est pas infini. D'accord? Et puis, à partir du moment où, imaginons qu'on n'ait pas des données concernant un animal particulier, il suffit d'auto-alimenter ce réseau de neurones pour pouvoir apprendre. Parce que l'apprentissage, depuis toujours, que ce soit en traduction automatique, en reconnaissance automatique de la parole. Je me souviens ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on avait appris avec un certain nombre de données, mais à chaque fois, on réintroduisait des données. Je donne un exemple. Quand on fait de la reconnaissance automatique de la parole, on apprend à partir d'un texte ou à partir de signaux. Alors, dans les textes, généralement, il y a des noms propres. Alors, imaginons on va dire que Rim Alaoui, pour le moment, elle est directrice d'école, mais demain, elle devient Premier ministre. Rim Alaoui, aujourd'hui, elle n'est pas connue au niveau national. Elle est connue à l'ISGA. Son nom n'apparaît pas, il n'est pas connu en Europe, mais à partir du moment où elle va devenir Premier ministre, son nom va, par exemple, être connu. Comment on fait pour un système de reconnaissance de la parole pour reconnaître ce nom-là? Donc, généralement, ce qu'on fait, on réintroduit des données, un peu comme un être humain. Un être humain, il n'apprend pas de 0 à 20 ans et puis il arrête d'apprendre. On apprend tout le temps. Et un système d'intelligence artificielle, c'est pareil. Donc, le nombre d'outputs, même s'il est, dans un premier temps, on va faire des applications dans un domaine restreint, enfin, dans un domaine où on peut considérer qu'il n'est pas restreint. Et puis, si on se rend compte qu'il y a des objets qui ne sont pas reconnus ou des animaux, je ne sais pas quoi, eh ben, on va récupérer les données nécessaires correspondant à ce genre de choses qu'on va injecter et on va continuer à apprendre.
Pardon. Alors, il me reste deux dernières questions et c'est fini. Donc, l'avant-dernière, c'est quelles sont les sécurités adoptées pour pouvoir canaliser cette technologie? Alors, la personne est dans l'exemple de la voiture qui est autonome, elle peut être piratée par des personnes malveillantes. Oui, ah, ça me dépasse parce que moi, je suis scientifique, je ne suis pas juriste ou je ne suis pas dans un comité d'éthique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces aspects-là. Par exemple, une voiture qui est autonome, si elle fait un accident avec quelqu'un, qui est responsable? Qui prend la responsabilité? Donc, il y a un certain nombre de questions éthiques qui vont se poser et pour lesquelles les juristes doivent leur trouver des réponses. Donc, c'est très, enfin, ça sort du cadre de la de l'intelligence, pas de l'intelligence artificielle, mais de la partie scientifique. Ça, il y a des spécialistes de ce genre de choses pour pouvoir canaliser et pour pouvoir mettre en place des verrous pour ne pas dépasser un certain nombre de choses. Alors, le piratage, après, c'est comme tout. Aujourd'hui, on utilise tous des cartes bleues, mais on sait que ça peut être piraté. On utilise des comptes ordinateurs, mais on sait que ça peut être piraté. Donc, c'est toujours cette histoire du gendarme et du voleur. Le gendarme développe des techniques, le voleur détecte les techniques, il développe autre chose, et ainsi de suite. Et donc, en informatique ou en intelligence artificielle, ce sera exactement la même chose. Donc, une fois qu'on aura piraté une voiture, ça veut dire qu'il y avait une faille dans le système. Les concepteurs vont identifier cette faille et ils mettront les verrous nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. Alors, parfait. Alors, une dernière question. Pouvez-vous nous donner des idées sur la relation entre l'IA et les énergies renouvelables, le domaine de l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, le tourisme, la banque? La personne souhaite avoir les domaines dont le Maroc est leader en Afrique. Moi, je ne peux pas être spécialiste de tout, hein. En énergie renouvelable, j'y connais rien. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, sachez juste une chose, c'est que, je ne sais pas si j'ai été clair dans mon exposé, mais l'intelligence artificielle, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine, à condition de savoir d'abord, un, ce que vous voulez faire, deux, d'avoir suffisamment de données pour pouvoir apprendre. D'accord? Donc, il ne faut pas retenir des exemples particuliers. Justement, c'est ça qui est intéressant. Une fois que vous comprenez comment fonctionne l'intelligence artificielle, ce que vous devez faire par la suite, c'est de dire, tout simplement, j'ai besoin de collecter un certain nombre de données, de collecter un certain nombre de corpus, et à partir de ces corpus-là, je vais extraire de la connaissance, je vais extraire, alors là, on n'extrait pas de la connaissance parce que enfin, c'est une image, mais on va extraire les traits qui vont nous permettre d'apprendre un mécanisme particulier. Donc, si c'est les énergies renouvelables, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux faire dans les énergies renouvelables? Dans la voiture, on sait ce qu'on voulait faire. La voiture, on voulait plus de chauffeur. On voulait que la voiture roule toute seule. Mais dans les énergies renouvelables, il faudrait que la personne se dise quel est mon problème. Quel est le problème qui aujourd'hui m'embête? Par exemple, je ne sais pas, bon, ce n'est pas le cas du Maroc, mais imaginons qu'on utilise des grilles photovoltaïques, mais en Norvège, mais pas au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a du soleil tout le temps. Comment peut-être maximiser l'énergie qui est récupérée par le soleil quand le temps est ensoleillé ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle est un outil, est un mécanisme, et par la suite, un ingénieur, il doit se poser les bonnes questions, ou le directeur de l'organisme doit avoir un certain nombre de problèmes, et avec ces ingénieurs, il va réfléchir à comment utiliser l'intelligence artificielle ou autre pour pouvoir résoudre un problème. Voilà, donc je crois que notre webinaire touche à sa fin. C'est toujours un plaisir, Monsieur Smerili, de vous avoir parmi nous, de vous écouter. C'était 2 heures quand même, 2 heures et quelques minutes, 2 belles heures, on a beaucoup appris.
Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai reçu, vous allez voir par vous-même, beaucoup de remerciements au niveau de la messagerie du Meet. Voilà, donc à très bientôt et encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous avez retenu un certain nombre de choses, hein. C'est un domaine inépuisable. Il y a à boire et à manger pour encore longtemps. Et puis, il suffit juste d'y mettre, hein, parce que là, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine scientifique, ou même, hein, moi, je connais des gens qui n'ont rien à voir avec le domaine scientifique, qui viennent des startups, et ils utilisent comme je vous ai dit, des librairies Python pour faire des choses. L'important, c'est d'avoir les idées. Quelle idée j'ai envie de mettre en place? C'est un peu pour rejoindre la question qui m'a été posée tout à l'heure sur les énergies renouvelables. C'est quelle est l'idée que j'ai envie de développer et comment je peux utiliser les techniques d'IA pour que mon produit soit bon, pour qu'il soit meilleur, etc., etc. Donc, encore une fois, merci beaucoup et puis j'espère que ça vous Et à très bientôt. À bientôt, Kamel. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Ouais, slama. Au revoir.